Bonjour à tous. Je vais vous lire ce soir le chapitre 4, Revivre, de Simone Veil, Une vie, dans la collection Le Livre de Poche, qui est page 91. Mais tout d'abord, je voulais à tous vous remercier chaudement pour tous les likes, les abonnements que vous faites sur ma chaîne, qui sont de plus en plus nombreux, et tous les commentaires très positifs de remerciements que je reçois. Ça me fait chaud au cœur et je vous en remercie. Voilà, donc je vais continuer, je vais vous lire le chapitre 4, Revivre. La guerre était finie. Mes sœurs et moi étions vivantes, mais comme tant d'autres, la famille Jacob avait payé un lourd tribut à la fureur nazie. Très vite, nous avons compris que nous ne reverrions ni papa ni Jean. Maman n'avait pas survécu à la maladie. Milou, squelettique, rongé de furoncles, était terriblement affaibli par le typhus. Seuls, Denise et moi rentrions en France à peu près indemnes. Notre foyer était détruit. Nous étions jeunes. Nous avions notre vie à construire. Tout de suite, nos oncles et tantes Westman nous ont accueillis chez eux. Eux-mêmes étaient rentrés de Suisse à la Libération dans une maison pillée par les Allemands. Là-dessus, leur fils André, 20 ans, élève à l'école polytechnique, qui avait souhaité s'engager pendant les vacances de Pâques, venait d'être tué au front de Karlsruhe. Tout cela créait un climat de profonde tristesse. On se réconfortait comme on pouvait, notamment en se consacrant à sauver Milou. Mon oncle et ma tante hésitaient à l'hospitaliser. Lui, médecin des hôpitaux, en charge d'un service de médecine générale, était parfaitement qualifié pour savoir quel type de traitement convenait à sa nièce. Pour permettre un bon suivi des soins et de l'alimentation, mais aussi pour éviter une démoralisante mise à l'isolement, il a jugé préférable de la garder à la maison. Il lui a prodigué les meilleurs soins possibles, et ma sœur a lentement remonté la pente, dans le temps même où de nombreux déportés ne survivaient pas au typhus. Pendant toute l'année qui a suivi encore, marquée par les restrictions, un de nos amis a d'ailleurs aidé à approvisionner Milou en produits frais, lait, beurre, légumes, à partir d'une ferme de l'abri. Toujours aussi indépendante, Denise, de son côté, a rapidement pris le large. Elle avait retrouvé des camarades de son réseau et renoué des contacts à Annecy et Lyon. Quant à moi, je veillais sur Milou et sortais peu. D'abord parce que je n'avais pas la tête à cela, et aussi parce que je constatais, dans les rares conversations auxquelles je participais, que les gens préféraient ne pas trop savoir ce que nous avions vécu. C'est tout juste si certains ne s'étonnaient pas que nous soyons revenus, sous-entendant même que nous avions dû commettre bien des turpitudes pour nous en être sortis. Ce sentiment d'incompréhension teinté de reproche était pénible à vivre. Ensuite, parce que chez les Westman, l'ambiance n'était pas gaie. Ma tante ne surmontait pas le chagrin d'avoir perdu une sœur qu'elle adorait et un fils en qui elle avait placé ses espérances. Elle avait donc tendance à reporter son affection sur moi. Ma grand-mère, qui avait vécu chez nous à Nice et réussi à éviter l'arrestation, nous avait rejoints à Paris. Elle tentait de se consoler de tous ses malheurs en câlinant son arrière-petite-fille, à laquelle ma cousine venait de donner le jour. Pour moi, ces semaines écoulées, après notre retour, me laissent un souvenir flou. Ma vie peinait à retrouver un rythme normal, même dans ses aspects matériels. Par exemple, j'avais tellement perdu l'habitude de coucher dans un lit que pendant un mois, je n'ai pu dormir que par terre. Surtout, les relations avec les autres me posaient problème. Je suis retournée à Nice dès le mois de juin pour y revoir des amis, mais j'ai tout de suite senti que ma vie n'était plus là-bas. Je suis rapidement rentrée. À Paris, les rares fois où j'étais invitée quelque part, je me sentais de trop. Je me souviens de m'être cachée derrière des rideaux, dans des embrasures de fenêtres, pour ne parler à personne. Tout ce que disaient les gens me paraissait tellement irréel. Cette sensation est restée présente durant des années. Les premiers temps de mon mariage, je l'éprouvais encore. J'ai retrouvé des camarades et parmi elles 2 amies communistes de Beaubrec. Elles habitaient désormais à Drancy
et leur histoire retenait l'attention. Le mari de l'une avait été fusillé pendant l'occupation, tandis qu'elle-même avait été arrêtée avec une autre communiste. À Bergen-Belsen, elle avait fait la connaissance d'un artisan bijoutier d'origine polonaise, lui-même communiste convaincu, avec un côté titi parisien. C'était un homme drôle et généreux, malgré la disparition à Auschwitz de sa femme et de ses 4 enfants. Après la guerre, il accueillit à Drancy les 2 amis, la veuve élevait une fille, l'autre avait retrouvé son mari, qui travaillait dans la confection, et ses 3 enfants. Tout ce monde s'est alors regroupé dans les 2 étages de la maison ouvrière du bijoutier. Ils vécurent là, en phalanstère, pendant des années. Unis par une même foi communiste, autant que par le souvenir de ce qu'ils avaient traversé. C'étaient des gens de qualité, et j'allais souvent leur rendre visite. J'avais besoin de parler du camp, et il n'y avait guère qu'avec eux que c'était possible. Puis les enfants ont grandi, et la communauté s'est dissoute, mais l'une de mes amies communistes a continué à vivre à Drancy jusqu'à sa mort, il y a quelques années. Elle était nettement plus âgée que moi, mais notre amitié ne s'est jamais refroidie. L'été est arrivé, ma sœur Denise, liée à Geneviève de Gaulle depuis Ravensbrück, m'a suggéré de passer le mois d'août à Nyon, en Suisse. Je pourrais ainsi me refaire une santé dans une des villas situées au bord du lac et mise à la disposition des anciens déportés. Les conférences de Geneviève de Gaulle permettaient de couvrir les frais courants. L'invitation était généreuse et je l'ai acceptée sans hésiter. Malheur à moi. Les Suisses comprenaient encore moins que les Français ce qui nous était arrivé. L'atmosphère m'était pesante. En outre, comme j'étais la plus jeune, 18 ans depuis quelques jours, je me trouvais entourée de grandes résistantes qui, paradoxalement, me paraissaient supporter mieux que moi l'ambiance de pensionnat qui nous environnait. Des gens nous posaient des questions insensées. Est-ce que c'est vrai que les SS faisaient mettre les femmes enceintes par des chiens? Bien des détails de la vie quotidienne me laissaient pantoise. Par exemple, la maison était tenue par des protestants qui nous obligeaient à dire les grâces avant les repas. Des dames patronesses nous prévenaient doctement qu'après tout ce que nous avions vécu, nous allions avoir une existence difficile, et que pour gagner notre vie, il nous fallait travailler, apprendre par exemple la dactylographie ou l'anglais, faire ceci, faire cela. Ces conseils, adressés à des femmes de tous âges, souvent installées dans la vie et qui sortaient de l'enfer, étaient particulièrement malvenus et pour ainsi dire ridicules. Un soir, avec quelques camarades, nous sommes allés danser. La maison fermait à 22 heures, et parce que nous sommes rentrés avec un quart d'heure de retard, nous avons été tancés comme des enfants de 12 ans. Inutile de dire combien je détestais ce moralisme rigide et infantilisant. Un autre jour, je m'approchai d'un vestiaire où pendaient des vêtements à la disposition des pensionnaires, car nous n'avions plus d'affaires convenables à nous mettre. Une femme vint près de moi, regarda la robe que je m'apprêtais à prendre, et ne trouva rien de plus délicat que de me lancer. Ah, mais je reconnais la robe de ma fille. C'était une étrange conception de la charité. J'ai reposé la robe sans un mot, en pensant à ce passage de Romain Rolland, où les enfants de la famille bourgeoise se moquent du petit garçon de la bonne parce qu'il porte la vieille culotte du fils. Tout était ainsi, extravagant, choquant, humiliant. On nous faisait sentir à quel point nos bienfaiteurs étaient généreux de nous abriter sous leurs larges ailes et quelle infinie reconnaissance nous leur devions. Un autre jour, nous avons eu la permission, c'était le terme employé, d'aller à Lausanne, mais pas seuls, bien entendu. Des familles de Lausanne sont venues nous chercher et nous avons effectué une laborieuse visite guidée des commerçants, dont beaucoup nous assommaient de questions indiscrètes sur ce que nous avions vécu. À un moment, avisant dans une vitrine un sac rouge à la mode, l'une de nous, Odette Moreau, grande avocate et résistante déportée, a exprimé le désir de l'acheter. Elle s'est alors entendue répondre sèchement par une de nos duègnes. « Quel besoin avez-vous d'un deuxième sac ?» Heureusement, des cousins qui habitaient Genève m'ont invité. La gentillesse de cette famille Spierer tranchait avec le reste.
En compagnie de leurs 4 filles, nous avons dévalisé les magasins de Genève, un bonheur dont j'avais oublié jusqu'à l'existence. Grâce à leur générosité, j'ai ainsi pu m'acheter des vêtements pour mes sœurs et moi, à une époque où l'on ne trouvait rien en France. Malheureusement, la suite de cet épisode est moins plaisante. Lorsque j'ai franchi la frontière quelques jours plus tard, j'ai eu tous les ennuis de la création. À cause d'une petite montre de bonne marque et d'une paire de chaussures neuves que je portais, j'ai dû payer 500 francs de taxes d'importation. J'ai eu beau expliquer que je n'avais plus rien, montrer ma carte de déporté, tenter d'attendrir les douaniers sur le sort de mes sœurs et le mien, ces fonctionnaires zélés se sont montrés inflexibles. Le règlement était le règlement. Du début jusqu'à la fin, ce séjour en Suisse demeure donc un désagréable souvenir. À mon retour des camps, j'avais appris que j'avais été reçu aux épreuves du baccalauréat passées la veille de mon arrestation en mars 1944. Même si tout cela me paraissait bien surréaliste, j'avais accueilli la nouvelle avec joie. Elle apportait un début de réponse à la question que Milou et moi avions en tête. Qu'allions-nous faire? Entreprendre des études ou essayer tout de suite de gagner notre vie? Le problème était déjà réglé pour Denise. Comme elle ne voulait pas dépendre de nos oncles et tantes à 22 ans, elle avait pris son indépendance en travaillant à Londres, où elle vivait chez des amis. Pour nous, la question se posait, car notre mère nous avait convaincus de la nécessité d'avoir un vrai métier. Nous l'avions vue si blessée de ne pouvoir terminer ses études et de dépendre financièrement de son mari, que nous ne voulions pas connaître le même sort. Ces injonctions résonnaient encore à nos oreilles. Il faut étudier pour pouvoir exercer une vraie profession. D'ailleurs, les Westman nous poussaient également aux études, tout en nous assurant le clos et le couvert. On ne pouvait se montrer plus généreux. Nous avons donc réussi à obtenir des bourses et nous nous sommes lancés. Depuis toujours, j'avais un objectif en tête, étudier le droit pour devenir avocat. En rentrant de Suisse, je me suis donc inscrite sans aucun problème à la faculté de droit, et comme j'entendais autour de moi parler du nouvel institut d'études politiques, héritier de la vieille fondation des sciences politiques, je suis allée voir comment les choses se présentaient rue Saint-Guillaume. J'avais à la fois une boulimie d'études et besoin de m'occuper. On m'a annoncé que le concours d'entrée, qui du reste n'était imposé qu'aux filles, avait déjà eu lieu, mais compte tenu de ma situation, j'ai été admise dans une conférence regroupant les étudiants qui avaient connu des problèmes pendant la guerre. Ainsi, un de mes condisciples avait-il vu ses parents déportés, un autre avait été prisonnier de guerre, certains s'étaient engagés dans la résistance, en Angleterre ou en France. Tous avaient donc eu des histoires particulières et fortes, ce qui n'empêchait pas certains de me regarder comme un ovni. Non seulement j'avais connu la déportation, mais en plus j'étais une fille. Très vite, j'ai embrayé à Sciences Po, mais peu fréquenté la faculté de droit pour laquelle je me contentais de travailler sur les polycopiés. Comme d'ailleurs presque tout le monde à l'époque, ce que je trouvais passionnant à l'Institut, c'étaient les conférences animées par des personnalités venues d'horizons divers et riches d'expériences variées. Plusieurs d'entre eux réintégraient à peine les postes administratifs qu'ils avaient perdus pendant la guerre, pour toutes sortes de raisons. Parmi eux se trouvait un homme remarquable, Michel de Boissieu, dont j'ai tout de suite éprouvé un vif intérêt à suivre les conférences. Il ne manquait pas de panache, et après avoir passé le concours de l'École normale supérieure juste avant la guerre, il avait accédé à la Cour des comptes. Après l'armistice, replié à Montpellier, il avait épousé sans en faire mystère une mademoiselle Cahin le jour même de la promulgation du statut de juif, allant jusqu'à l'annoncer urbi et orbi dans un faire-part paru dans la presse.